France, la formation, ça a toujours été quelque chose de valoriser l'éducation, la formation, tout ça. Là, dans ce contexte-là, la formation, c'est tout le monde se méfie quand on vous propose une formation. Immédiatement, c'est ah là là, bon, les ennuis commencent. Il a des moments de fou rire, Ouais, l'histoire de la motobrosse, par exemple. Ah oui, c'est ça. Voilà. Alors la formation, c'est quelque chose pour vous faire attendre. On n'a pas d'emploi à vous proposer, donc vous allez faire une formation pour vous occuper. Donc alors vous allez, les gens, mais c'en était drôle le nombre de formations qu'il y a, où on se demande même, il y avait même des formations pour comment manger bio avec les colis du Secours populaire. Donc on se dit mais c'est dingue. Enfin, donc il y a vraiment des formations pour occupationnelles, j'allais dire. On était assis comme ça, donc à une douzaine, donc quand tout le monde entendait, il y en a un qui a le téléphone qui sonne. On lui dit, on devait lui dire qu'est-ce que tu fais? Il dit, non mais j'en ai pour 5 minutes, je me barre, je fais une formation bidon. Personne n'a rien dit, personne n'a dit un truc. Et l'autre chose de la formation, c'est discriminant. C'est-à-dire que quand bien même ce serait une formation utile, j'allais dire, ça va être une manière de nous mettre les uns sur la file de droite, les autres sur la file de gauche, et de vous mettre dans chez les mauvais chômeurs, j'allais dire. Et personne ne le prend comme une chance, quoi. Et c'est vraiment très impressionnant. Et je m'attendais à des tas de choses, mais je n'imaginais pas une seconde que ce serait comme ça. Ça, c'est vrai qu'on est toujours très naïf, confronté à la réalité, j'allais dire. Ce qui est très particulier, c'est que très souvent, on parle de ce monde de la précarité, ce monde des heures fractionnées, etc., comme d'un monde invisible. Et c'est très vrai, c'est-à-dire vous ouvrez la radio, vous entendez débattre je dis, voilà, faut-il travailler le dimanche? Donc c'est un débat intéressant, on discute, la retraite à quel âge? Heureusement qu'on en discute en France, heureusement que ces débats sociaux existent encore, il faut que ça continue. Mais là, dans ce monde dont on parle, tous ces débats-là sont hors de l'espace et du temps. Si vous n'êtes pas là dimanche, eh ben, l'autre y sera et au revoir. Donc il y a déjà une partie importante de la population qui est exclue de ces débats-là. Donc c'est un monde vraiment invisible. Et là, à cause ou grâce à ce livre, les gens m'abordent en me disant, voilà, en fait, j'en fais partie. Et donc je le vois et c'est sidérant, c'est-à-dire qu'à tous les niveaux, mais j'étais dans une autre librairie la semaine dernière, et une jeune fille de la librairie va me voir en disant, mais moi aussi j'ai un contrat précaire. Donc à tous les niveaux de la société, on voit ce même jeu de contrat, voilà, où c'est l'employeur qui est le gagnant. Mais c'est-à-dire que c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire c'est un monde qui a été, en tout cas qui existe justement pour qu'on puisse difficilement s'y défendre. Et les syndicats sont, en tout cas en France, des machines qui ont été faites, enfin qui ont leur. Moi je trouve formidable les syndicats. Hein, vraiment, j'ai pas du tout un discours antisyndicaliste, mais qui est fait pour les grosses structures, c'est-à-dire qui a été créé pour les grosses usines, pour l'enseignement, pour les voilà. Et dès lors qu'il faut syndiquer 2 femmes qui arrivent à 5 h du matin, que personne connaît, que si... moi, je faisais uniquement du remplacement, mais au bout de 15 jours de remplacement, quelqu'un me disait « Mais en fait, c'est pas la femme de tous les jours, vous êtes quelqu'un d'autre. » Il mettait 15 jours à se rendre compte que c'était pas la même femme de ménage. Donc, vous êtes vraiment quelqu'un de pas visible. Et c'est vrai que les syndicats, dans ce monde-là, ont une prise difficile. C'est-à-dire qu'il faudrait envoyer un syndiqué pour parler aux gens dans chacune de ces endroits, et encore elles sont là pour 1h30, donc elles n'ont pas la pause café où on pourrait en parler, quoi. Pourquoi Kiev Wistreham? Parce que le boulot que je fais le plus longtemps voilà, est sur un ferry qui est à Ouistreham, qui relie Ouistreham, enfin la France et l'Angleterre. C'est pas 10 km de Caen à peu près. C'est voilà, une quinzaine de kilomètres de Caen. Et c'est ce port, et on attend sur le quai, c'est le symbole pour moi de cette attente et de cette précarité. C'est-à-dire qu'il y a un temps de trajet pour aller à Caen, donc on covoiture tous, on est dans la même voiture, et on attend sur le quai le ferry qui arrive, qu'on lave, enfin dont on lave les toilettes, pour dire les choses telles qu'elles sont, pendant 1 heure, et puis il redémarre avec des nouveaux passagers, et on redescend. Et donc il y a cette attente sur le quai du ferry qui arrive, qui est notre boulot, et voilà, qui était un peu le symbole de cette attente, de ce travail précaire, de ce... Voilà. Mais pourquoi ce job sur le ferry avait-il une telle mauvaise réputation? Parce que quand on lit le livre, c'est finalement pas là où les gens étaient le plus maltraités. C'est un travail dur, mais c'est un travail où par exemple, c'est pas le cas de tous les boulots, on tutoie son chef, par exemple. Il y a beaucoup d'endroits où on parlait à son chef les yeux dans les chaussures. Hein. Donc là, on tutoie son chef, on peut lui dire merde, alors c'est un boulot dur, mais parce qu'en fait, grosso modo, vous nettoyez les toilettes d'un ferry. Et les toilettes d'un ferry, grosso modo, il y a beaucoup de gens malades, voilà. Donc c'est un boulot, bon, voilà. Vous imaginez, la réalité du travail est dure. Mais en fait,
le fait qu'on soit nombreuses, qu'on se tienne assez l'écoute, que les filles soient assez marrantes, enfin il y a une ambiance dans ce groupe de travail, dans cette équipe-là, j'allais dire. Et donc qui fait qu'en fait c'est possible parce qu'il y a les autres. Alors tout le monde se fout de moi en disant le type qui dirige les équipes sur le ferry a été interviewé par Ouest France. Et on se foutait de moi à raison en disant oui, alors Madame Aubenas découvre que faire le ménage c'est fatigant. Alors ça fait tout de suite, c'est vrai, bécassine de dire oh là là, c'était crevant, faut bouger le truc, et le chariot il est lourd. Bon, mais c'est vrai que le ménage comme professionnel, c'est un boulot très physique. Hein. Bonjour Madame Aubenas. Voilà, je travaille à Pôle emploi, donc je voulais confirmer effectivement que c'est vrai que c'est assez rigolo, mais c'est vrai que maintenant on se fait aussi plaindre à cause de la fusion. Mais surtout, j'ai une question en fait qui me travaille, c'est que je suis confronté à des personnes qui n'étaient pas qualifiées, qui n'ont pas fait d'études et qui pouvaient manger en étant caissière ou en faisant le ménage. Et maintenant, avec la professionnalisation, ces personnes-là qui ont plus de 40 ans, on ne veut plus les embaucher parce qu'il y a des étudiants de 20 ans, de 20 ans. Vous voyez, et qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois pas, j'ai pas de réponse, je sais pas, il y a des pistes, mais que peut-on faire parce que ces gens-là ont encore 20, 25 ans à bosser pour avoir peut-être éventuellement une petite retraite. Donc c'est vraiment dramatique. Mais c'est vrai, en plus on demande souvent à Pôle emploi de créer de l'emploi. Or, le marché de l'emploi, vous le subissez, j'allais dire comme les autres, c'est-à-dire que le plus de chômeurs et moins d'offres, c'est un des problèmes. Enfin, le Pôle emploi est pris entre ces deux tensions, sa restructuration interne qui est un premier problème, et ce marché de l'emploi qui est le deuxième. Et entre les deux, il y a une espèce de désespoir, voilà, mais alors là, le problème dont vous parlez, il est effrayant. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a le bac propreté existe déjà, donc on vous le demande, un bac propreté. Enfin, il y a des bacs pour tout, effectivement des études pour tout, et quelqu'un qui ne les aurait pas faites ou qui n'aurait pas envie de les faire, ou qui se dit j'arrête à 16 ans, va à l'encontre encore, j'allais dire, c'est les gens de plus de 40 ans, j'allais dire, c'est les moins mal lotis. Mais un jeune qui sort du système scolaire pour X raisons à 16 ans et qui n'a pas d'expérience, alors là, lui, c'est les pires. Parce qu'il n'a pas de professionnalisation, aucune expérience professionnelle, puis on se dit, bon, c'est un charlot, il ne viendra pas à l'heure, etc. etc. Le seul avantage, j'allais dire, des personnes âgées comme moi, c'est que les gens qui m'embauchaient, je leur disais, vous savez, j'arrive à l'heure. Ah oui, à votre âge, on arrive à l'heure, ils me disaient. Mais bon, c'est déjà ça. Donc, mais c'est vrai, vous avez raison, l'absence de qualification à tous âges est devenue un énorme problème aujourd'hui. Comment on réagit si d'abord les femmes avec lesquelles vous avez travaillé ont réagi quand elles ont su que vous étiez journaliste, et comment elles ont pris la chose, comment elles ont... Voilà. Et aussi, je voulais vous demander quand même, comment se fait-il que vraiment pratiquement personne ne vous a reconnu? Parce que nous, de Paris, on a l'impression que la terre entière, la France entière connaissait Florence Aubenas, et bon, qu'elle puisse faire ça, c'est quand même bluffant. Alors, je vais vous donner deux indices de pondération de ce qu'est la notoriété. Le premier, c'est, on l'a tous vécu, c'est vous allez tous les jours chez le même boulanger, vous achetez la baguette. Si vous le voyez à la piscine le lendemain, vous direz peut-être je l'ai vu quelque part, mais pas sûr. C'est quand on voit des gens dans un autre contexte, je pense qu'on ne les voit pas spécialement. La deuxième chose, c'est le bouquin est sorti aux éditions de l'Olivier. Et c'est une petite maison familiale, et c'est pour ça que je l'aime. Je trouve qu'elle est vraiment bien. J'ai trouvé chaussure à mon pied. Et donc mon bouquin venait de sortir, et il était en pile dans l'entrée. Et j'avais rendez-vous avec quelqu'un, et donc j'étais à l'étage, à la machine à café bien sûr. Et donc la personne avec qui j'avais rendez-vous arrive et dit voilà, j'ai rendez-vous avec Florence Aubenas, le bouquin était en pile, il venait de sortir, les éditions de l'Olivier, petite maison, je vous remets le truc. Elle dit avec qui est-ce que vous pouvez m'épeler? Donc je pense que voilà, mais beaucoup de gens m'avaient dit mais pourquoi tu vas faire ça, tu vas rentrer au bout de 15 jours. Tout le monde avait eu un peu cette réflexion que vous me faites parmi mes proches. Et, ouais, ça va pas durer, tu prends un congé sans solde, en fait tu vas te retrouver comme une imbécile. Bon. Mais en fait je sais très bien que non, je sais très bien qu'hors contexte les gens vous reconnaissent pas forcément. Et alors j'ai eu, la troisième chose, c'est que j'ai eu beaucoup de chance grâce à Pôle emploi, encore une fois, qui m'a, à un des stages,
il y avait, on se présente toujours tous, puis on raconte tous comment on est devenus des tels cons. Vous voyez, alors c'est le résumé de vos échecs en boucle. Et donc parmi les grands perdants de ce jour-là, il y avait un type, donc il y avait moi, et il y avait un type qui s'appelait José Garcia. Et donc chaque fois qu'on me demandait, il y a un truc, je dis bah attendez, moi arrêtez de me dire que j'ai le même nom, bah, j'ai fait mon stage CV avec José Garcia. Donc voilà, donc en disant voilà, il y a des homonymies, donc les 2 ou 3 fois où quelqu'un a dressé l'oreille, j'ai raconté cette histoire-là et c'est arrêté tout de suite. Alors mes copines de boulot, au début elles n'ont pas compris, c'est-à-dire qu'elles disaient ah tu es journaliste, mais quel genre de journalisme? Alors donc voilà, donc j'ai raconté donc un peu, je dis voilà, je fais des sujets en France, mais je fais aussi des sujets à l'étranger, donc voilà, puis tout de suite ça fait mousse quoi, enfin. Donc elle me disait, mais tout ça, mais alors qu'est-ce que tu es venu faire ici? Elle ne comprenait absolument pas pourquoi. Et ça, c'est assez intéressant sur la perception qu'on a de l'ordinaire, de sur quoi on fait des sujets, etc. C'est encore une fois, pour nous, un sacré coup, hein, parce qu'elle disait, mais en quoi ça vous intéresse, les journalistes qui ne parlent pas de ça, etc. Donc c'est toujours assez... On se le prend quand même, hein. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas tort. Hein. Donc, donc voilà, donc après, je leur ai passé le bouquin, je suis revenue leur passer le bouquin, avant qu'ils sortent, à celles dont j'étais proche. Hein, voilà, donc la plupart ont compris que c'était pas malveillant, c'est-à-dire que je n'avais pas dissimulé mon identité pour leur nuire ou pour les mettre mal à l'aise, etc. Donc la plupart ont bien compris. Je vous dis, elles m'appellent des fois en disant voilà, c'est super, on t'a vu, etc. Donc elles m'engueulent parce que je les traite de précaires. Ça leur plaît pas du tout. Mais je vous dis, je bats ma coupe, je cherche un autre mot, j'ai toujours du mal. Il y en a une qui n'est pas contente. Qui trouve que le portrait n'est pas ressemblant, etc. Qui dit voilà, c'est pas bon. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mais la plupart ont bien vu l'histoire quoi. Donc alors par exemple à Victoria, je lui ai amené le bouquin et elle me disait, qui est une des personnes que je vois beaucoup dans le livre, elle me disait ah mais tu sais moi j'aime pas tellement lire, etc. Alors j'étais embêtée parce qu'elle est quand même bien dans le livre. Donc je disais, bon, ben, je vais te lire les passages. Donc j'ai fait la lecture dans son salon. Et c'était assez rigolo parce qu'on a les gens, pour le coup, on a vraiment en face de soi le premier... C'est un fantasme de journaliste, hein, d'être tombé en face du type qui lit votre article dans le métro. Donc là, j'avais vraiment ça. Et donc elle était contente. Elle me dit, ah oui, et ça, et ma tante, et moi. Donc voilà, c'est très sympathique. Et je crois que surtout qu'il y a une compréhension que c'est pas pour leur nuire. Voilà. Alors après... Beaucoup doutent de la réalité de l'efficacité. Elles disent, de toute façon, ça a toujours été comme ça le sera toujours. Bon. Donc après, ça, c'est leur choix. Mais peu protestent en disant, comment tu nous as traités, quelle image tu donnes de nous. De l'image, elles sont plutôt contentes. Dans le bouquin, je raconte l'histoire d'une jeune femme qui est transsexuelle. Et cette jeune, voilà, sur le ferry. Pourquoi je raconte cette histoire? C'est parce que c'est vrai que moi, j'ai longtemps travaillé au journal Libération. Et il y avait 2 transsexuels qui travaillaient aussi. Et moi, ça me semblait propre au fait que nous sommes à Paris, que je travaille dans un journal particulier, culturellement marqué, de gauche, enfin comme ça. Et moi, je ne me suis pas rendu compte tout de suite que cette jeune femme était transsexuelle, mais que sur un ferry, une jeune femme transsexuelle travaille comme ça. J'ai eu la réaction de l'imbécile. La grosse pédale. Ah, elle est transsexuelle. Alors, en face de moi, la femme disait, et alors que ça peut faire? Les autres disaient que ça peut faire, on l'aime beaucoup, nous, elle est comme ça, qu'est-ce que. Et je me retrouvais dans la situation de l'idiote qui s'offusque de tout à coup. Voilà, alors qu'on se tape toujours à Paris d'être en avance de 2 trains sur tout le monde, etc. Donc là, j'avais carrément une navette spatiale de retard. Voilà, et donc je racontais cette histoire pour ça, pour montrer que la vie, elle est souvent en avance sur ce qu'on pense et sur ce qu'on croit des gens. Mais cette jeune femme, néanmoins, avant que le livre sorte, et au moment où on pouvait encore changer 2-3 choses, je suis allée la voir en lui disant, voilà, néanmoins, je raconte ça, à elle en particulier. Je ne veux pas que ça te mette mal à l'aise. Si ça te met mal à l'aise, il est temps que je le retire. Donc, dis-moi. Et elle m'a dit, non, laisse-le, moi, c'est ma vie, moi, ça ne me gêne pas du tout, c'est très bien. De toute façon, à Ouistreham, tout le monde le sait, je vois pas ce que ça a de choquant, je trouve ça... Voilà, c'est moi. Et pour tout le monde, j'ai changé les prénoms, les lieux, enfin, j'ai masqué les choses. Non, voilà, pour pas que ça nuise au cas où ça nuirait, mais par principe de précaution. Et cette jeune femme m'a demandé,
Mais donc je lui dis ça. Donc elle disait pas grand-chose au début, puis je lui dis, mais t'inquiète pas, j'ai changé le nom de toute manière, enfin bon. Et alors elle me dit, mais comment tu m'as appelé? Alors je l'avais appelé Loulou, moi, en hommage au film de Pabst, ça me semblait un personnage comme elle, un peu... Voilà. Elle dit, Loulou, c'est horrible. Alors, bon, je dis très bien, elle me dit, non, Loulou, c'est vraiment pas beau, ça me plaît pas du tout, tu dois me donner mon vrai nom, Mimi. Et donc j'ai changé, elle a changé pour mettre son vrai nom.